Écoutez, Bonjour. avant que Dr. Delorme commence, je vais la présenter, si vous me permettez. Isabelle, c'est correct? Oui, allez, vas-y. Alors, premièrement, Rachel, je pense que tu as fait une excellente introduction. C'est pas souvent qu'on a la chance d'avoir des choses en français pour l'hydradénite suppurative. Puis je pense qu'on est très chanceux ce matin là, euh, d'avoir l'occasion de partager ces quelques minutes ensemble. Alors, j'ai su à peu près une minute et demie que je présentais Isabelle. Normalement, je vous aurais montré une ou deux photos de elle avant de commencer, mais je me reprendrai la prochaine fois. Mais juste pour vous dire que Isabelle est présentement notre future présidente, notre présidente élue pour la Fondation canadienne d'hydradénite suppurative. Et puis, je peux vous dire, en tant que président, ex-président, Dr. Delorme a été très, très, très active au sein de la Fondation canadienne. Elle a assisté à tous les meetings nationaux, internationaux et régionaux qui avaient rapport à l'hydradénite suppurative. Elle a fait un petit travail avec nous aussi pour hydradénite suppurative en temps de COVID-19. Alors, écoutez, c'est avec un grand plaisir et honneur que je présente Dr. Isabelle Delorme pour partager le bilan avec nous. Alors, Isabelle, c'est à toi. Merci, Marc. Merci à tous les participants et bienvenue à ce rapport. Merci d'assister à la présentation de ce rapport. Voici mes conflits d'intérêts, mais aucun n'est en lien ou peut entraver avec ce que je vais présenter aujourd'hui. Je vais d'abord vous présenter rapidement un bref rappel de qu'est-ce que est l'hydradénite suppurée. Donc, c'est une maladie, une affection cutanée chronique qui affecte environ entre 1 et 4 des Canadiens. C'est une maladie qui va se présenter par l'apparition de furoncles ou d'abcès à des sites spécifiques de la peau, qui sont les grands plis de la peau, soit les aisselles, la région mammaire, l'abdomen inférieur, les aines, la région génitale et les fesses. Ces nodules vont causer de la douleur, des écoulements purulents et nauséabonds. Et ces nodules-là vont également avoir des conséquences physiques et psychologiques énormes. Actuellement, il n'y a aucun traitement qui guérit la maladie, mais on a des progrès de traitement récents et beaucoup d'études également sont en cours sur le traitement de l'hydradénite. Donc, ce rapport marqué pour la vie, le bilan 2020, donc c'est un rapport national sur l'expérience des patients qui vivent avec l'hydradénite suppurée. C'est un sondage qui a été effectué auprès de près de 550 personnes, dont 73 personnes qui vivent au Canada. On avait également des personnes des États-Unis et de d'autres pays qui participaient. Et le sondage a été effectué du 6 janvier au 17 février 2020. Fait important également, c'est que la majorité des personnes qui ont répondu au sondage sont des personnes de sexe féminin. On sait que le 2 tiers des personnes qui sont atteintes d'hydradénite sont des femmes, donc davantage de femmes que d'hommes. Alors, première chose qui ressort de ce sondage, c'est les diagnostics. Donc, pour les personnes, les répondants, on a noté que à peu près 83% des répondants soulignent avoir eu au moins un diagnostic erroné et qu'en moyenne, il y avait les patients qui recevaient environ 3 diagnostics erronés. Les diagnostics les plus souvent posés au lieu du diagnostic de l'hydradénite par des professionnels de la santé étaient soit que le diagnostic était soit des furoncles ou des poils incarnés. En troisième, vous pouvez voir sur la diapo qu'on parle d'infection cutanée de façon générale, mais ce diagnostic était davantage posé dans le rapport de 2017. Le 2020 est le deuxième rapport qui est effectué sur cette maladie.
Donc, parce qu'en 2017, on n'avait pas on avait donné le diagnostic infection cutanée, puis on ne parlait pas à ce moment-là de furoncle ou de poils incarnés. Donc, on retient que beaucoup de répondants ont eu des diagnostics erronés, soit de furoncle ou de poils incarnés, au lieu d'avoir un diagnostic d'hydradénite, ce qui, donc, va souligner le fait que plusieurs professionnels de la santé ne sont pas au courant du diagnostic d'hydradénite. Les procédures sur les furoncles et les abcès. Donc, 53% des répondants ont reçu au moins une injection de cortisone, ce qu'on appelle, nous, le kénalogue. Donc, ici, à la colonne de gauche, on voit les injections de cortisone. Et à peu près 74% des répondants ont reçu en moyenne au moins une incision et drainage sur leurs abcès. Le temps d'attente. Donc, le temps d'attente qui est le temps moyen pour voir un médecin, un dermatologue ou un chirurgien. En 2020, au Canada, le temps moyen pour rencontrer un dermatologue était de 167 jours comparativement à 180 jours en 2017. Donc, une très légère amélioration, mais ce n'est pas une amélioration énorme, on s'entend là-dessus. Pour ce qui est du temps d'attente pour rencontrer un chirurgien, encore là, c'est des chiffres semblables, similaires à 2017, un petit peu plus long qu'en 2017. En 2017, le temps d'attente était de 150 jours comparativement à 180 jours pour le rapport de 2020. Donc, on parle dans le temps d'attente, il y aurait aussi le fait, parmi les répondants, on a noté que les répondants disaient qu'à peu près 20% des répondants devaient arrêter de fumer avant d'avoir une intervention chirurgicale, alors que ça, c'était pas noté là, en 2017. Et on avait aussi 35% des répondants qui disaient que l'intervention était offerte seulement s'il y avait une perte de poids, donc une augmentation par rapport à 2017. Le nombre d'années entre le premier symptôme et le diagnostic de l'hydradénite suppurative, le nombre d'années en 2020 va être, le nombre d'années moyen est de 7 ans, avec un écart entre 2 mois et 50 ans, le nombre d'années le plus long qui a été rapporté par les participants qui ont répondu à cette question. En 2017, le nombre d'années moyen avant d'avoir le diagnostic était de 9 ans, donc une légère amélioration comparativement à 2017. Les soins, donc les professionnels de la santé impliqués dans l'équipe pour les soins des symptômes de l'hydradénite, essentiellement, ce sont les dermatologues qui sont les personnes qui sont les plus impliquées pour le traitement de l'hydradénite, ce qui est bien parce que le dermatologue est considéré le chef d'orchestre de la prise en charge, donc de la prise en charge de l'hydradénite suppurative. Par contre, à peu près 25% des répondants ont dit ne pas avoir de soignants, de personnes soignantes, de professionnels de la santé soignants. Puis, on note que il y a des patients qui vont aussi se fier à leurs proches pour les aider donc on voit soit le conjoint ou la famille pour les aider à faire leurs soins. Les traitements. Donc, ça, c'est une diapo que je trouve très intéressante, un peu décourageante par contre, c'est que les patients ont rapporté avoir essayé en moyenne 15 traitements, que ce soit des traitements médicaux, chirurgicaux ou des traitements qu'on appelle, nous, adjuvants, qui sont les modifications du mode de vie. Donc, ce qui est vraiment un reflet de la difficulté de traiter et le besoin de contrôler la maladie.
ceux qui ont essayé un ou plusieurs de ces traitements, 39% ont dit avoir été aidés par des chirurgies autres que l'incision et drainage. 38% ont été aidés par les traitements d'agents biologiques. 33% ont été aidés par la radiothérapie. En passant, la radiothérapie ne fait pas partie de notre arsenal thérapeutique ici au Québec. Il y avait des répondants qui venaient d'Europe, donc j'imagine que c'est dans des pays autres que l'Amérique du Nord où ces traitements-là sont peut-être sont utilisés, mais ici au Québec, je n'ai pas connaissance qu'on utilise la radiothérapie pour le traitement. Et finalement, 26% ont été aidés par des traitements de laser CO2, qui sont des traitements aussi qui peuvent être intéressants à être utilisés. Donc, on voit, si on regarde ici le tableau à la droite, là, les barres à la droite de la diapo, c'est étonnant de voir comment, vous voyez les barres en gris, c'est le signe, les barres en gris qui sont à droite, à l'extrême droite, c'est le signe de nombre de personnes qui n'ont jamais essayé ces types de traitements. C'est vraiment impressionnant de voir comment les personnes, les répondants n'ont jamais essayé les traitements qui sont décrits ici, qui sont, entre autres, les traitements, les médicaments biologiques, les stéroïdes intralésionnels, donc les injections de cortisone, aussi là, de certains médicaments anti-hormones. Donc, ce qui semble avoir été le plus utilisé, ce sont les antibiotiques oraux pour des périodes prolongées. Donc, on parle de périodes de plus de 30 jours. C'est ce qui semble avoir été le plus utilisé avec les antibiotiques topiques, mais les antibiotiques topiques sont efficaces seulement dans des formes vraiment légères de maladie, mais rarement, ce n'est pas efficace dans des formes plus sévères. Donc, c'est vraiment étonnant de voir le nombre de personnes qui n'ont pas essayé des meilleurs traitements. Pour ce qui est des traitements chirurgicaux, bien, on voit aussi qu'il y a aussi des interventions chirurgicales autres que les incisions et drainages. Aussi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas essayé ces traitements-là, mais c'est un petit peu moins disponible ici au Québec, moins pratiqué là, que dans d'autres pays comme en Europe. Donc, c'est pour moi là, vraiment assez révélateur là, de voir comment le nombre de les patients qui n'ont pas été traités. Puis, les patients dans le sondage ont quand même reparti certains obstacles là, à ces traitements. Particulièrement, donc, il y a une question de coût, parce que les médicaments biologiques sont des médicaments qui sont excessivement chers, puis qui ne sont pas couverts, ne sont pas accessibles à tous. Ça demande quand même certains critères d'éligibilité pour être capable de recevoir ces traitements-là, malheureusement. Les traitements de laser, on sait que l'épilation au laser pourrait aider à réduire la sévérité de la maladie. Ces traitements-là ne sont pas couverts non plus ni par les assurances, ni par les régimes publics comme ici au Québec, le régime d'assurance maladie. Donc, c'est un obstacle au traitement. Et aussi, malheureusement, l'obstacle peut venir du professionnel de la santé, du médecin traitant, soignant, qui dit qu'il y en a qui croient encore que ça ne vaut pas la peine d'utiliser les traitements biologiques, puis qui vont aussi recommander aux patients, avant de passer à un traitement médical, de perdre du poids, puis d'arrêter de fumer avant de donner des traitements. Donc, ça aussi, c'est déplorable, puis on aurait certainement besoin là, d'avoir de l'éducation là, à ce niveau-là. Pour ce qui est des traitements adjuvants, donc les traitements adjuvants qui sont les traitements maison, donc, les personnes vous voyez encore sur les barres de couleur là, à droite, que là, la répartition est quand même un peu différente. On voit que la zone grise à l'extrême droite est moins longue que les autres couleurs. Donc, ce qui montre que les personnes vont avoir essayé beaucoup de traitements maison. Vous avez la liste ici, les suppléments, les pansements, les différents types de solutions, l'arrêt tabagique, la diète, les bains chauds, les compresses chaudes, les antiseptiques, etc.
les vêtements, porter des vêtements adéquats, les produits de soins pour la peau. En fait, il y en a beaucoup. Ce qui semble ressortir de ça, c'est que ce qui semblerait le plus efficace selon les participants encore là, de notre sondage, c'est que les traitements adjuvants les plus efficaces seraient la gestion du stress, la modification de l'alimentation et éviter les vêtements serrés. Donc, je veux juste une petite parenthèse à propos de la modification de l'alimentation. C'est qu'il n'y a pas de preuve actuellement que certaines diètes ou certains aliments peuvent contribuer là, à la sévérité là, de l'HS. Il n'y a pas de preuve scientifique, mais c'est un domaine qui soulève beaucoup d'intérêt, de questionnement. Donc, à suivre là, les études là-dessus. Le stress, je pense qu'on est tous d'accord que la gestion du stress, peu importe la maladie dont on souffre, est un plus, c'est quelque chose de positif. Puis les vêtements serrés, bien, je pense que le frottement va aggraver la chaise. Puis ça, on a une explication à ça, c'est que ça va contribuer à l'obstruction des poils. Donc, le poil, la racine du poil qui s'appelle le follicule pileux, c'est la base là, de la maladie. On a une obstruction. Donc, si on porte des vêtements serrés, on va augmenter l'obstruction des poils et c'est la raison pourquoi on va recommander là, de porter des vêtements plus amples pour diminuer là, les poussées et les crises. Pour ce qui est de la douleur, dans le sondage, seulement 11% de tous les répondants considèrent que la douleur est bien contrôlée, comparativement à 19% en 2017. Donc, il y aurait une détérioration là-dessus. Donc, moins de personnes considèrent que leur douleur est contrôlée par rapport à 2017. La gravité moyenne de la douleur serait d'environ 5, un petit peu plus que 5 sur 10 que les gens vont qualifier leur douleur. Donc, environ, en moyenne, une douleur de 5 sur 10. Donc, encore là, beaucoup à faire là, pour améliorer là, la gestion là, de la douleur. Maintenant, information intéressante, l'impact de la maladie sur la vie. Donc, sur le quotidien, que ce soit au travail ou à la vie sociale. Donc, on le sait que ça a un impact important sur la vie des patients. D'abord, sur le travail, on note que ça empêche la progression de la carrière, ça va affecter la santé mentale. Les gens vont développer des stratégies d'adaptation, soit par exemple en allant travailler avec le type de vêtements qu'ils vont porter, les douches qu'ils vont prendre là, immédiatement avant d'aller travailler pour éviter d'avoir des odeurs ou des traces d'écoulement. Les gens vont se traîner des vêtements au travail pour se changer, des kits de pansement également, puis il y a des peurs associées à tout ça. Avec est-ce qu'il va y avoir un abcès qui va éclore pendant que je suis au travail, puis toute la gêne qui en découle. L'impact sur le travail semblerait l'impact négatif semblerait un peu moins qu'en 2017. Donc, en 2000, sur les répondants, en 2020, 81% des répondants ont rapporté que leur maladie avait un impact négatif sur leur travail comparativement à 91% en 2017. Donc, peut-être une légère amélioration, ce qui est très encourageant. L'impact sur la vie sociale, donc l'incapacité à s'engager dans les interactions sociales, puis les causes, c'est les cancellations de dernière minute parce que là, on a une poussée puis que l'on ne peut pas aller aller participer à une activité. Ensuite, ben, on ne peut pas planifier, on n'ose pas trop planifier parce que on ne sait pas si on va être capable de participer à l'activité en question. Donc, toute la maladie va empêcher justement à être actif
les options vestimentaires qui ne sont pas intéressantes si on fait, par exemple, certains sports, qu'on ne peut pas utiliser des vêtements qui sont trop serrés. On doit se couvrir davantage parce qu'on ne veut pas que les cicatrices paraissent, etc. Donc, impact aussi sur la santé mentale, puis évidemment, un impact sur les relations amicales et interpersonnelles. Encore là, en comparaison avec 2017, légère amélioration également de ce côté-là, c'est-à-dire qu'en 2020, 85% des personnes déclaraient que leur maladie avait un impact négatif sur leur vie sociale comparativement à 97% en 2017. Les conséquences sur la vie familiale, donc ça a aussi un impact. Ça a un impact négatif pour 68% des répondants. Je n'ai pas les chiffres de 2017 pour cet aspect-là. Mais donc, ça a un impact important. Ça affecte les activités familiales, incluant le rôle du parent, c'est-à-dire les jouer avec les enfants, faire des activités sportives, par exemple, des marches, le vélo, tout ça. Aussi participer à des activités sociales de notre enfant. Ça a aussi un impact là-dessus. Les câlins, le rapprochement physique avec les enfants, les gens atteints, on ose moins le faire. Ensuite, ça va affecter les finances familiales, soit par une perte de revenus. Donc, si l'absentéisme au travail va engendrer une diminution des revenus des personnes atteintes, puis également les coûts associés à l'hydradénite. On pense aux pansements, aux différents médicaments non couverts qui vont avoir un impact sur les finances de la famille. Et finalement, ça va affecter la santé mentale et émotionnelle de toute la famille. Par exemple, les enfants d'une personne, d'un parent atteint d'HS va avoir peur d'en avoir hérité. Donc, aussi, l'embarras d'une personne atteinte qui doit demander de l'aide d'un membre de la famille, du conjoint ou de la conjointe en particulier, pour faire les soins. Les conséquences sur les relations intimes, donc la crainte de la réaction de son partenaire précédent. Donc, les gens ont vécu des ruptures amoureuses avec des partenaires. Les raisons, parce que les partenaires craignent que ça soit contagieux, ils disent que c'est un off, quelqu'un qui souffre d'hydradénite. Ensuite, la peur et l'anxiété en lien avec les relations intimes. Ensuite, la douleur qui peut être provoquée par le toucher. Les douleurs aussi peuvent être déclenchées par les frictions au moment des relations sexuelles ou des rapports proches. Ensuite, l'image de soi, gain de poids à cause de l'incapacité de faire de l'exercice. Donc, l'estime de soi et l'image de soi vont en souffrir. Donc, c'est tous les impacts qui sont rapportés par les participants. Maintenant, on va parler d'un autre volet qui sont les connaissances sur l'hydradénite auprès des professionnels des soignants, auprès des professionnels de la santé. Ça semblerait qu'il y a une amélioration à ce niveau-là, que les professionnels de la santé sont davantage au courant de ce que c'est que l'hydradénite, surtout en fait de qu'est-ce que c'est, des traitements et des causes, puis à quoi s'attendre justement avec l'évolution et les traitements. Par contre, beaucoup de répondants ont noté qu'ils ont eu peu d'informations pour ce qui est du soutien, du support sur la diète et du support psychologique de la part de leurs soignants. Donc, un côté à améliorer. Et finalement, la satisfaction des patients par rapport aux connaissances d'hydradénite, la satisfaction moyenne, on voit que du côté gauche du cercle, en gris et en rouge, on a les patients qui sont insatisfaits. En rose, c'est neutre, puis en noir et gris foncé, c'est les patients qui sont plus satisfaits. Donc, en moyenne, à peu près 34-35% des patients sont satisfaits versus 45% des patients qui sont insatisfaits de la connaissance de l'hydradénite par leur professionnel soignant.
les besoins des patients atteints d'hydradénite. Donc, en général, la majorité des répondants vont... en fait, la diapo ici, c'est sur les besoins où les patients obtiennent leur information, entre autres là, sur les différents aspects qui sont liés à l'hydradénite. Donc, les patients vont obtenir leur information encore en allant voir Internet. Et bon, on a vu, là, il y a une insatisfaction des patients par rapport à la connaissance de la maladie par leurs soignants. On voit qu'ils disent que moins que 40% des personnes vont se fier à leurs professionnels soignants pour obtenir leur information sur les différents aspects liés à la maladie. Donc, ici, on dit que 99% des répondants affirment qu'ils éprouvent des difficultés avec au moins un aspect lié à l'hydradénite, particulièrement la gestion des symptômes, qui est le premier aspect. Mais on parle qu'au moins 3 beaucoup de gens ont de la difficulté avec au moins jusqu'à 3 aspects là, de soutien, d'information sur l'hydradénite. Donc, quels sont les conseils, les conseils aux personnes qui viennent de recevoir un diagnostic d'hydradénite? Donc, dans le sondage, ce qui est ressorti, c'est d'obtenir du soutien, ce qui était essentiel, pour bien défendre, combler les besoins. Puis, on dit bien prendre soin de soi pour optimiser le traitement et minimiser les impacts. Les répondants disent que leur objectif de traitement thérapeutique serait d'abord le contrôle des symptômes. Ils aimeraient aussi, en deuxième objectif, obtenir une cure complète de l'hydradénite. J'essaie de penser que la cure complète serait le contrôle complet des symptômes, mais pas une guérison. Je le traduis un peu comme ça. Et le troisième objectif des gens est de profiter de la vie et de pouvoir participer davantage à des activités sociales. Seulement 13% des répondants sont satisfaits de leur traitement pour ce qui est de l'atteinte des 3 objectifs que je viens de mentionner. Donc, encore là, beaucoup de travail à faire. Donc, en conclusion, les recommandations du rapport, c'est d'abord les soins, les 5 recommandations principales, les 5 premières recommandations. D'abord, de sensibiliser à la HES pour favoriser un diagnostic plus rapide et plus précis. Donc, on veut pour ça accroître la sensibilisation aux professionnels de la santé qui sont susceptibles de travailler avec une personne, voire une personne vivant avec l'hydradénite, et également d'éduquer les personnes qui fournissent les services auprès des personnes qui sont atteintes d'hydradénite. Le deuxième, c'est le diagnostic, garantir un accès aux patients, l'accès aux outils de diagnostic et aux soins collaboratifs. Donc, c'est de développer parmi les professionnels de la santé une approche coordonnée et multidisciplinaire qui est vraiment l'approche idéale parce qu'on a besoin de beaucoup de soignants, médecins, spécialistes paramédicaux, diététistes, ergothérapeutes, psychothérapeutes, etc. Donc, afin de fournir des soins optimaux aux patients, on a besoin d'avoir davantage d'équipes multidisciplinaires. Aussi, accélérer l'accès aux procédures, que ce soit des procédures chirurgicales, le laser, entre autres. Le volet des traitements, donc favoriser l'accès des patients à des traitements sûrs, efficaces et abordables pour mieux gérer leurs symptômes. Donc, on souhaite accélérer les décisions de financement pour les nouveaux traitements de la HES, donc que les traitements soient davantage accessibles, les meilleurs traitements comme les agents biologiques soient davantage accessibles. Donc, les soins,
inclure des stratégies dans les plans de soins globaux qui visent à gérer les impacts de l'HS sur la vie quotidienne. Pour ça, évaluer chaque patient atteint d'HS pour la dépression, ce qui est très important, c'est une lacune selon ce sondage. Et le deuxième, évidemment, d'intégrer la gestion de la douleur dans les discussions avec les personnes atteintes de HS. Et finalement, de soutenir les patients et de soutenir les personnes atteintes de cette maladie en améliorant des ressources, les informations, les groupes de soutien, l'accès donc à des groupes de soutien et de continuer à sensibiliser le public là, à l'hydradénite. Donc, dans le rapport, on voit qu'il y a quand même eu de l'amélioration par rapport au rapport de 2017. Donc, je les ai mentionnés durant la présentation. Donc, il y aurait une amélioration du délai de diagnostic, du temps d'attente pour voir un spécialiste, un dermatologue. Ensuite, on voit une amélioration sur l'impact négatif sur le travail et la vie sociale. Il y aurait d'amélioration également de la part des professionnels de la santé sur la maladie, surtout sur le côté physique, qu'est-ce que c'est, on l'a vu, qu'est-ce que c'est l'hydradénite, les traitements, tout ça, mais encore beaucoup d'améliorations à obtenir sur la gestion de la douleur, on l'a vu, et sur le côté psychologique, la gestion de la dépression. Alors, voilà le résumé de ce rapport qui est excessivement intéressant. Je vous remercie d'avoir assisté. On avait eu des questions qui avaient été demandées là, auprès des participants que l'Alliance canadienne avait obtenues. On m'a demandé de parler un peu un petit mot sur l'hydradénite et le vieillissement. Puis, qui est connu actuellement, c'est que l'hydradénite, c'est une maladie qui débute à un jeune âge. Donc, en général, on parle d'une femme de 20 ans en moyenne, dans la vingtaine, qui va commencer ses symptômes. Ça peut même affecter plus tôt dans la vie. Il y a souvent des signes précoces là, au moment de la puberté, dans l'adolescence, mais avec les années, l'hydradénite est une maladie qui a tendance à diminuer. Donc, puis que les gens, vers la période vers la cinquantaine, bon, comme on sait, c'est les femmes qui sont le plus atteintes de l'hydradénite. Donc, souvent, autour de la ménopause, la maladie a tendance à s'estomper, puis finalement à disparaître. Donc, on a de moins en moins de personnes par exemple, de 50 ans et plus qui sont atteints de l'hydradénite, mais il y en a encore. Donc, mais de façon générale, on peut dire que le vieillissement, avec le vieillissement, la maladie va diminuer. Donc, voilà la réponse à la question qui nous avait été demandée, mais qui était en dehors du rapport, de la présentation du rapport. Alors, c'est tout pour moi. Marc, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est pas tout. C'est pas tout, Isabelle, parce qu'il y a des questions. Alors, ça, je te demande, est-ce qu'il y a des encore questions? quelques minutes. Oui, je regarde, suis là pour les questions. Premièrement, commentaire général, merci beaucoup, Dr. Isabelle, d'avoir présenté de façon très claire et précise le rapport de l'Association canadienne des patients dermato. Alors, c'est plaisant aussi de voir qu'on a des données canadiennes et non pas que ça vient d'ailleurs, d'Europe ou de je ne sais pas trop où. Là. Dans les questions qui ont été posées, on dit que naturellement, pour un dermato, de donner un diagnostic à quelqu'un d'une maladie chronique, ce n'est pas toujours plaisant, que ce soit un psoriasis, un eczéma sévère ou l'hydradénite suppurative. On sait que ces patients-là vont être pris avec pour longtemps. Puis la question était, quels conseils en tant que dermato vous donneriez à quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic d'hydradénite suppurative? Cette question-là a été posée à peu près au milieu de la présentation. Par ta diapositive 15, tu as exactement le titre de la question qui a été posée. Enfin, je te demanderais, si c'est possible de revenir à la diapositive numéro 15, peut-être élaborer un petit peu là-dessus pour répondre de façon un petit peu plus en profondeur à la question qui a été posée.
Bon, d'abord, ben, oui, j'avais pas, effectivement, je n'ai pas élaboré les petites bulles, mais je pense qu'il y a beaucoup de conseils ici. Donc, de souligner qu'on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Donc, vous avez du support de la part de votre équipe soignante. Ensuite, on a vu que la gestion du stress était un facteur qui pouvait aider à la bonne évolution, éviter le stress autant que possible. De joindre un groupe de soutien, je pense que de savoir, c'est justement de savoir qu'on n'est pas seul, puis de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont atteintes, puis de parler avec des personnes qui vivent les mêmes problèmes, c'est vraiment quelque chose qui est important. On ne le dira jamais assez. Puis c'est vraiment de savoir qu'on n'est pas les seuls à être atteints de cette maladie-là. Puis c'est quand même autour, on parle d'entre 1 et 4 de la population canadienne, ce qui est quand même pas petit, là, le nombre de personnes qui sont atteintes de ça. C'est pas une maladie rare. Puis les gens ont honte d'avoir cette maladie-là. Donc, ils ont l'impression qu'ils sont les seuls au monde à en souffrir. Fait que c'est bien de joindre des groupes de support qui existent, d'en parler avec les autres aussi, de ne pas se cacher. C'est pas évident, mais c'est quelque chose de développé. Ça fait partie du soutien, notamment d'un processus de soutien psychologique aussi, d'aider à ne pas se cacher de ça. Les sources fiables, il y en a sur l'Internet. L'Association canadienne en est une. Il y en a d'autres également. Votre médecin peut vous donner d'autres sources d'informations qui sont très fiables, très claires pour les patients et aussi dans ces sources-là, on a même aussi des petits volets là, pour aider les proches d'une personne atteinte. Ensuite, de se familiariser avec les maladies associées. On sait que l'hydradénite est souvent associée à des maladies comme l'obésité, syndrome métabolique, les maladies cardiovasculaires, les maladies comme les maladies intestinales, l'arthrite. Puis ces maladies-là, notamment, vont avoir des impacts importants si les personnes en souffrent, l'impact sur la qualité de vie, mais l'impact également sur la durée de vie, parce que si les gens développent des maladies cardiaques, il y a un haut taux d'infarctus, le taux qui peut être en lien avec ça. Donc, il y a des choses à faire pour soigner ces maladies-là. Les traitements, vous avez le droit de les exiger, ça existe, ça aide, c'est pas... Il n'y a pas de traitement. On n'est pas aussi avancé que dans d'autres maladies en dermatologie, comme le psoriasis pour le trait d'hydradénite, mais des fois, chaque médecin qui est en spécialiste d'hydradénite a ses petites recettes de traitements qui vont être combinés, donc pour avoir un meilleur contrôle possible. Puis de tenir un journal, justement pour aider le médecin à vous suivre puis à voir comment la maladie évolue, quels sont les déclenchants s'il y en a. Donc, c'est tous des conseils là, qu'on va faire à nos patients. Mais vraiment aussi, je pense que d'exiger là, les traitements puis de pas... Moi, j'essaie de dire aux patients que c'est une démarche qui se fait sur du long terme. Là. On n'aura pas une réponse au traitement là, demain matin, puis c'est une aventure là, qu'on va vivre ensemble, puis ça va prendre 1 an, ça prendra 2 ans pour être bien contrôlé, mais on va y arriver. Puis l'idée là, de l'arrêt du tabac, l'arrêt de maintenir un poids santé, c'est important, c'est vrai. Mais il ne faut pas tout faire en même temps. Il faut y aller une étape à la fois, puis il faut pas penser que c'est les seules choses à faire. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Merci beaucoup pour les précisions, Isabelle. Au début, pour les répondants, je n'étais pas trop certain, il y a eu 595 répondants. C'est un sondage strictement canadien, hein? Non, international. Donc, il y International, avait dont le nombre... 79 à peu près étaient canadiens, c'est ça? C'est ça. Je vais revenir à la diapo. Donc, on avait 73 personnes qui étaient du Canada, mais il y avait aussi un bon nombre qui venaient là, des États-Unis puis un petit peu d'ailleurs. OK. Alors, puis les chiffres que tu nous as montrés, c'est surtout les chiffres, la proportion canadienne, parce qu'en grand Canadien. nombre, c'est des Oui, oui. 60, 61, bon, c'est ça. Est-ce qu'il y avait une différence, par exemple, au niveau du Canada, on a quand même un grand pays, puis on sait que les services dans l'Est puis dans l'Ouest, c'est pas toujours pareil. Est-ce que vous avez vu s'il y avait comme une différence entre les patients qui souffrent d'hydradénite, par exemple, Québec, Ontario, versus ceux qui sont en Alberta, Colombie-Britannique? Est-ce que les chiffres vous permettent de voir s'il y a des différences ou les il n'y avait pas assez de répondants pour faire une différence? Ça n'en fait pas état dans le rapport.
Donc, Ça n'avait pas été dans le rapport. on parle de répondants canadiens, mais ce n'est pas détaillé entre les provinces, OK, entre les parfait. régions Une autre canadiennes. chose aussi, OK, il n'y avait pas d'autres questions dans la boîte de questions, là, mais je vais me permettre d'en poser une ou deux, là. Dans les besoins des patients, j'ai remarqué qu'à peu près 30 des patients disaient que c'était long pour avoir un rendez-vous. Est-ce que c'est surprenant que ce chiffre n'est pas plus haut? Moi, j'ai l'impression que les patients plaignent toujours qu'ils ne peuvent pas avoir de rendez-vous. Puis j'ai remarqué qu'il y avait juste 30 qui trouvaient que c'était un problème. Est-ce que ça vous surprend, ça, ou si... Euh, C'était comme l'avant-dernière, là, ou c'était Avant-dernière, attends une l'avant-dernière. minute, là, Ah, besoin des patients. Oui. oui, attends, Besoin ici, des patients. besoin des Besoin patients. de la 14. La OK, 14, ouais. OK. Alors, si on Oui, regarde là, le temps le temps d'attente d'attente, pour obtenir les oui. rendez-vous, ben, j'étais un petit peu surpris que les patients ne s'en plaignent pas plus, là. Je ne sais pas, c'est-tu juste mon impression en tant que dermato ou... Oui, ben oui, c'est un petit peu surprenant, mais par rapport, j'imagine là, c'est dans l'ordre là, par rapport aux autres besoins. Ce que j'avais trouvé étonnant un peu, c'était la douleur aussi, mais j'ai l'impression que dans le tableau, j'ai l'impression que moi, je l'interprétais en disant, ben, ils doivent inclure ça dans la gestion des symptômes, qui est le premier besoin des gens, c'est Ah, de la gestion probablement, des... oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus relatif un par rapport à l'autre. Donc, tu sais, la Une autre petite gestion des question, symptômes est plus importante, la gestion de la dépression, les problèmes de dépression, que le problème le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous. dans la question, Isabelle, par rapport à la satisfaction des traitements, là, on voit que, à peu près, d'une façon générale, c'est 30 à 35 des patients qui disaient qu'ils avaient été aidés par telle ou telle procédure. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire aider? Parce que c'est une définition large, là, puis on disait ben, un peu aider, un peu d'amélioration ou aucune amélioration. Alors, j'essaie de voir là, qu'est-ce que ça veut dire comme dans le texte à gauche, on dit 39 ont été aidés par des opérations, mais qu'est-ce que ça veut dire aider? J'ai J'ai l'impression pas que peu plus. importe le patient qui a une intervention, il y a une aide quelconque, mais tu sais, comme je euh, vois qu'ils sont aidés à 30 donc il y a de la place à amélioration, mais qu'est-ce qui était la définition de tout ça? Y avait-tu des guidelines pour les patients pour leur dire, ben voici ce qu'on veut dire ou une échelle numérique ou je ne sais pas trop? Moi, je ne l'ai pas vu dans le rapport. OK, parfait. Je ne l'ai pas vu. Écoute, il y avait pas d'autres questions. Il est 10 heures. Je ne sais pas si je vais peut-être. Ben, en tout cas, Isabelle, merci beaucoup. C'était encore une fois une belle description du rapport. Je pense que ça va être utile à tout le monde. Puis moi, ce que je trouve fantastique avec ceci, c'est d'avoir des données canadiennes. Alors ça, je pense que c'est très important. Alors, je te remercie au nom du groupe. Je te remercie pour ton travail. Je pense aussi que la Fondation canadienne est en bonne main avec notre présidente qui s'en vient sur le siège très bientôt. Alors, je vais laisser probablement le mot de la fin à Rachel. Je vais te redonner le micro, Rachel. Oui, merci beaucoup. La présentation était très bien et je vous remercie, Dr. Delorme, d'avoir partagé ces informations avec nous aujourd'hui. Et aussi un grand merci à Dr. Boursier pour nous aider avec les questions et réponses. Nous souhaitons également vous remercier pour votre dévouement envers la communauté de l'HS et pour avoir travaillé avec nous à la réalisation de cette présentation. Vous trouverez de plus amples informations sur le rapport sur le site Internet de l'ACPD ainsi que l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Merci de vous être joints à nous et bonne journée à tous.